Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'avoir répondu aussi nombreux à l'invitation d'Adista, bienvenue dans ce bel auditorium de la Cité du Design de Saint-Étienne qui porte le nom de l'artiste stéphanois Marc Charpin. La Cité du Design qui nous accueille ce soir. La Cité du Design, vous la connaissez sans aucun doute, c'est un lieu qui nous rappelle que l'avenir se profile, mais que l'avenir se construit dès aujourd'hui, au présent, mais que l'avenir et le futur ne sont rien sans l'inventivité, sans l'ingéniosité, sans la créativité de l'être humain. Et finalement, c'est un peu le résumé de ce que nous allons évoquer ce soir pendant ce début de soirée. Je vous demanderai, pour que nous puissions passer un agréable moment, de mettre vos téléphones portables sur le mode vibreur, mais je ne vous demande surtout pas d'éteindre vos téléphones portables, bien au contraire, car tout au long de la soirée, vous allez pouvoir réagir, dire plein de choses intéressantes sur Twitter grâce au hashtag Digital Friday qui s'affiche sur cet écran, et vous pourrez retrouver tous vos messages dans le courant de la soirée lorsqu'il y aura la partie plus festive, plus ludique qui nous attend après cette première rencontre. Auprès de moi, deux invités que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, Gilles Comon et Guillaume Béhens. Messieurs, bonsoir. Merci d'avoir été à l'initiative de cette soirée. Je vais quand même rappeler que vous êtes respectivement, Gilles Comon, le président directeur général d'Adista, et quant à vous, Guillaume Béhens, vous êtes directeur général délégué d'Adista. Gilles, une première question qui s'impose forcément. C'est vous qui êtes à l'origine de cette soirée. Quel est l'objectif de ce Digital Friday auquel vous nous conviez ? Alors bonsoir à tout le monde. Alors effectivement, la soirée a plusieurs objectifs ou plusieurs motivations, on va dire. En fait, c'est un petit peu, on est à la confluence de trois axes. Le premier axe important pour nous, c'était de fêter un petit peu l'anniversaire en fait de l'arrivée d'Adista sur Saint-Étienne, puisque ça fait maintenant 2 ans que l'entreprise Sinum, donc Guillaume était le président, a rejoint le groupe Adista, et donc un deuxième anniversaire, c'est quand même important dans la vie d'une société comme dans la vie des hommes. Le deuxième axe qui nous a fait vous proposer cette rencontre ce soir, c'est dans le cadre de notre vision ou de notre stratégie de data center de proximité qu'on expliquera un petit peu tout à l'heure. C'est donc l'ouverture d'une nouvelle salle d'hébergement, donc de nouvelles capacités d'hébergement sur l'agglomération de Saint-Étienne. Et donc, on voulait marquer un petit peu cet événement qui est quand même important pour nous et pour l'ensemble de nos clients. Et puis enfin, le troisième axe, qui est quelque part un petit peu le slogan de la soirée ou le point d'orgue de la soirée, c'est le lancement de Object 23, donc notre département orienté agence digitale, qui vous sera présenté tout à l'heure, et qui correspond en fait à la matérialisation d'un savoir-faire un petit peu historique de Sinum, sous forme d'une agence intégrée, un petit peu plus autonome et un petit peu originale, je dirais, à la fois dans le concept que vous avez certainement pu voir et puis dans ses objectifs. On a bien compris, donc Gilles, qu'il y avait une vraie légitimité à organiser cette soirée. Alors Guillaume Béhens, dans l'organisation, qu'avez-vous eu envie de proposer à vos partenaires, à vos invités ce soir ? Qu'est-ce qui va se passer ? Bonsoir à tous. Donc, on va d'abord avoir une table ronde avec un animateur de charme et des intervenants de qualité. Ça commence bien. Le but étant de montrer ce qu'on sait faire, ce qu'on a fait, ce qu'on va faire surtout, sur le territoire et ailleurs, partout en France, voire ailleurs. Ensuite, on aura des ateliers ludiques avec une expérience utilisateur extrême. Donc, je vous conseille de passer les 20 prochaines minutes, enfin les 20 minutes après la table ronde sur ces ateliers. Et puis ensuite, un peu plus festif. Non, quoique les ateliers sont festifs. Mais ensuite, cocktail, repas et musique pour terminer la soirée. Donc on devrait passer une bonne soirée. Merci à tous les deux. Je vous rappelle le hashtag Digital Friday. Et puis je vous propose que nous entrions tout de suite dans le vif du sujet, en accueillant nos 3 premiers invités. Quelle place pour Adista dans la 2e région de France ? C'est la thématique de cette première rencontre avec 3 invités qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir à tous les 3. Monique Estève, vous êtes directrice commerciale Hewlett Packard Enterprise. À côté de vous, Emmanuel Torchy, pour Microsoft, vous êtes Cloud Solution Architect. Vous nous expliquerez un peu tout ça, parce que moi, ça me fait peur, ça, vous savez. Et puis Franck Dupont, vous êtes directeur commercial chez Axione. Avant que nous n'entamions le débat avec vous 5, je vous propose de regarder quelques images. Vous allez faire un petit demi-tour et voir des choses passionnantes.
L'univers digital du XXIe siècle transforme notre économie et notre société à une vitesse plus rapide que l'informatique au siècle précédent. Cloud, Big Data, IoT, très haut débit, mobilité, réseaux sociaux, toutes ces innovations numériques nous obligent à penser différemment. Au sein des territoires, la transition numérique est en marche. Transport, organismes ou services publics, les nouvelles technologies accompagnent les nouveaux usages. Le numérique bouscule le fonctionnement interne des entreprises. Dématérialisation, travail collaboratif, télétravail, accès aux données à distance. Les clients n'auront jamais eu autant d'influence. Les nouveaux outils leur donnent accès à la rapidité, à la personnalisation, au choix et surtout à d'autres modèles de consommation. L'entreprise doit donc repenser son offre et s'orienter non plus vers l'équipement en lui-même, mais vers le service ou la fonctionnalité. Les objets connectés effectueront des mesures en temps réel, renseigneront le client sur son usage en toute transparence. Avec les données à sa disposition, grâce au Big Data, l'entreprise pourra aussi anticiper les besoins des clients. Preuve de ces transformations, les géants du marché numérique adaptent leur stratégie. Location de leurs logiciels, interopérabilité, sauvegarde des données dans le cloud, et maintenant l'apparition de la notion de cloud hybride mêlant stockage de données à distance et en local. Et si la véritable révolution du numérique, c'était le sur-mesure? Et la réponse au World Wide Web, un retour à la proximité. Alors Gilles Comont, eu regard de votre expérience, j'imagine que ces images, ça vous parle. Comment réagissez-vous à ce contexte que l'on vient de représenter ? Alors effectivement, ce qui est impressionnant quelque part dans ces images, c'est de voir que ça va très très vite. Comme le montre le début du film, il y a 15 ans, il y a 20 ans, l'informatique était extrêmement différente, pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Et donc c'est un véritable challenge pour tout le monde, pour nos clients et donc a fortiori pour nous qui leur fournissons des services, de s'adapter quasiment en temps réel à cette évolution et surtout, dans la mesure du possible, de prendre un petit peu d'avance sur le reste du monde pour justement bénéficier en avant-première de tout cet intérêt et de toute cette capacité de traitement de l'informatique d'aujourd'hui. Guillaume Beyen, j'ai envie de vous poser un petit peu la même question. Vous aussi, vous avez suivi cette évolution. Lorsque vous regardez un petit peu en arrière, lorsque vous vous penchez sur les années qui viennent de s'écouler, vous regardez ça comment et par rapport aux images que l'on vient de voir ? La première chose, c'est que pendant 15 ans, on a expliqué à nos clients qu'il fallait acheter des serveurs et les mettre dans leur entreprise ou dans leur collectivité. Maintenant, on est en train de leur dire le contraire. C'est pas qu'on a menti ou c'est pas qu'on faisait pas bien, c'est que les conditions n'étaient pas encore réunies pour pouvoir dire externaliser, mettez dans le cloud et ça marchera beaucoup mieux. Les conditions sont maintenant remplies, que ce soit en termes de très haut débit, en termes de data center et en termes d'externalisation. Gilles Comont, Adista, c'est 8 ans d'existence, je crois, aujourd'hui. Alors, le terme Adista, Oui. Adista, ça veut dire service à distance, parce que ça saute pas aux yeux, mais une fois qu'on l'a entendu, Non, on s'en rappelle. C'est bien de le rappeler. Oui. Donc, Adista, c'était au départ, en 2007, une marque commerciale pour un nouveau service qui était justement tous ces services qu'on appelle aujourd'hui basés sur le cloud, mais qui, en fait, le cloud n'existait pas à l'époque, tel qu'on le voit aujourd'hui. À l'époque, c'était il y a 7 ans. Et par contre, la société qui porte Adista, donc qui portait cette marque à l'époque, a été créée en 81. Donc là, c'est un dinosaure très très antique dans le monde de l'informatique. Et Adista a pris un tel poids dans notre activité, tous ces nouveaux services ont pris un tel poids qu'il y a maintenant 3 ans et demi, on a changé de nom et on a adopté le nom de notre marque Adista. Alors justement, sur ces années, une progression permanente, quelle a été la stratégie pour grimper aussi vite ? Alors déjà, l'idée, c'est pas forcément une stratégie pour grimper. Donc déjà, c'est une stratégie pour offrir les bons services aux clients, ce qui se traduit effectivement par une croissance du chiffre d'affaires. Et je crois que sur cet aspect service, IT as a service, comme on dit aujourd'hui, donc l'informatique en tant que service, c'est clairement un petit peu l'anticipation sur le marché et sur le concept qui nous a permis d'être présents au bon moment et de, quelque part, surfer sur la vague le plus longtemps possible, la vague étant encore aujourd'hui de bonne taille et en bonne forme. On l'a vu là dans le petit film, le monde a changé, l'informatique a changé. C'est vrai qu'au départ, vous venez des serveurs et aujourd'hui, vous devenez fournisseur de services. C'est un autre business model aussi. Comment avez-vous changé de métier en quelque sorte ?
Alors ça a été relativement facile en ce sens qu'on ne s'est même pas rendu compte que c'était pas le même métier. Donc on y est allé, voilà, comme d'habitude. Et puis en fait, on a fait un peu comme tout le monde, on a appris en marchant. Et quand on regarde en arrière, les services proposés en 2007 étaient quand même balbutiants par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Certains clients nous ont quand même fait confiance à l'époque, ils sont toujours pour la plupart dans nos data centers. Donc je crois qu'il ne faut pas trop se poser de questions, il faut être assez volontariste, assez optimiste, et puis avec ça on vient à bout de beaucoup d'obstacles. Ce qui est intéressant, c'est que votre projet a rencontré l'adhésion de vos clients et partenaires aujourd'hui. Ça s'est fait finalement assez rapidement. Comment expliquez-vous justement cette adéquation ? C'est peut-être tout simplement en essayant d'imaginer les services pour nos clients comme si on les utilisait nous-mêmes, puisqu'en fait on est une PME. Une PME alors qui a grossi, donc il y a aussi des besoins qui évoluent. Donc déjà, si on pense résoudre nos propres problèmes, il y a quand même de grandes chances de rencontrer ceux des clients. Et à partir de là, de proposer une gamme de services qui correspond aux besoins. Et donc je crois que le marché vient tout seul si on a les bons produits, les bonnes équipes évidemment pour les vendre, les faire marcher, etc. Mais globalement, ça se fait quelque part dans la douceur, quelque part. On parlait dans le film tout à l'heure de data center de proximité. Ça veut dire qu'on peut faire du cloud de proximité ? Alors, en première approche, vous avez raison. La notion de cloud, justement, il n'y a plus une notion de géographie, parce que le principe du cloud, c'est de ne pas savoir ni où sont les données, ni où elles sont traitées, avant d'arriver à cette extrémité, quelque part, qui était un petit peu le cloud tel qu'on le voyait il y a 4 ou 5 ans. La réalité a quand même dépassé un petit peu cette vision un petit peu théorique du cloud. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que, comme dans beaucoup de cas, une solution complètement extrémiste n'est pas la bonne. Et qu'une bonne solution est certainement de mixer les avantages des deux mondes, du monde classique avec des choses locales, dans des data centers de proximité, parce que la proximité a quand même des atouts, et puis d'autres éléments, pourquoi pas dans un cloud plus cloud, hein, donc un cloud dans lequel effectivement... Un cloud plus cloud, c'est-à-dire un cloud dans lequel on ne sait pas effectivement où sont les données, qui est-ce qui les gère, comment elles sont sauvegardées, grosso modo dans un cloud dans lequel seul le résultat compte et on ne s'occupe pas trop du comment. Alors que dans le cloud privé, on va pouvoir vérifier la qualité des données, garantir leur positionnement géographique, enfin, amener un certain nombre de garanties qui sont quand même, à notre sens, indispensables aujourd'hui pour les entreprises. Vous me rectifiez si le chiffre n'est pas bon. Je crois qu'aujourd'hui, il y a 7 data centers de proximité. Et ça veut dire, dans les années à venir, votre objectif ? Alors, notre objectif, c'est de fournir à l'ensemble de nos clients sur l'Hexagone, donc sur le territoire métropolitain, des services similaires où qu'ils soient. Alors, il y a dans les grandes métropoles, Paris, Marseille, Lyon, etc., il y a déjà des data centers, donc on utilise des data centers existants, on ne va pas réinventer la poudre. Par contre, dans beaucoup de zones moyennes, Nancy, où on a notre siège, Saint-Étienne, Annecy, enfin beaucoup de villes comme ça, il y a aujourd'hui, entre guillemets, presque un désert en termes de data centers. Et notre stratégie, c'est d'en construire un, au moins dans chaque région, au sens du nouveau découpage régional, pour pouvoir être quelque part, offrir une solution régionale à l'ensemble de nos clients. Avant de me tourner vers nos 3 invités, je voudrais quand même juste une question, Guillaume. Vous vous connaissez depuis combien de temps avec Gilles Comon ? Avec Gilles, en fait, on avait identifié, en tant que Sinum, on avait identifié Adista comme concurrent respectable en 2007. Concurrent respectable. Concurrent respectable, oui, il y a des concurrents moins respectables, puis d'autres qui sont plutôt bien. Donc voilà, mais concurrents quand même. On s'est rencontrés alors avec Pascal, le frère de Gilles, qui est plus chargé de tout ce qui est télécom en 2009. On a commencé à se connaître un peu, et c'est en 2012 qu'on a commencé à se rapprocher. Alors si j'ai bien compris, vous aviez des visions communes, mais qu'est-ce qui vous a le plus rapproché ? Ce sont vos complémentarités ou au contraire vos différences ? Un peu les deux. En fait, on a eu quasiment les mêmes idées au même moment, juste Gilles est allé plus vite. Bon, ça arrive. On est arrivé sur les mêmes métiers, mais pas en partant du même endroit. Gilles était plus matériel, tout ce qui était serveur, infogérance, etc. Nous, on était plus logiciel, on en parlera, et développement, on en parlera avec Object 23 un petit peu plus tard. Toujours est-il qu'on avait identifié que les télécoms et les data centers étaient fortement prééminents dans nos métiers et dans nos futurs métiers. Et c'est ça qui nous a rapprochés. On a des vues différentes, mais des vues complémentaires, et c'est, je pense, les différences qui font aussi la richesse.
Vous vous êtes impliqué très tôt dans la valorisation de l'économie numérique, hein, sur votre région, sur la Loire, sur Saint-Étienne. Ça représente quoi et pourquoi ce souhait de lier l'attachement à votre territoire et puis votre passion aussi pour ce secteur économique? Je pense qu'il vaut mieux garder la valeur ajoutée en local. Et à ce titre-là, faire en sorte que le développement local puisse participer à la formation, l'enseignement et en retour à l'économie locale. Donc dès 2002, on a plusieurs ici fondé un cluster, Loire Numérique, qui s'appelle maintenant Numélink, on en parlera tout à l'heure. Ça a été une des premières actions dans lesquelles je me suis engagé. Un SSCI ensuite avec André, notre président qui est là, l'université aussi, enfin, pour faire en sorte qu'il y ait une création de valeur qui se passe sur le territoire et pas que ça parte ailleurs, Paris, dans les grands centres d'hébergement, voire encore plus loin, dans des grands centres de défiscalisation. Et aujourd'hui, Adista, c'est 2 ans de présence. Oui, Gilles, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, par rapport à votre question précédente, c'est peut-être quelque chose aussi qui nous a réunis, c'est le côté, entre guillemets, provincial, qu'on assume tout à fait, puisque le siège d'Adista, c'est la Lorraine, et donc il y avait aussi un côté très local et implication dans les structures locales qui nous a réunis sur un plan quelque part presque philosophique, ou au moins économique. Guillaume Béyens, que ce soit à titre professionnel ou personnel, 2 ans de présence d'Adista sur Saint-Étienne, ça représente quoi aujourd'hui à vos yeux? Alors, ça fait 2 ans qu'on s'appelle Adista. On est présent depuis... Oui, bien sûr, mais par rapport à Adista, présent depuis 2 ans sur le terrain. En fait, ça nous donne des moyens supplémentaires. Le rapprochement a aussi été fait pour ça, pour croître plus. En restant locaux, en restant territoriaux. Donc faire en sorte qu'on se développe. Et il est certain que quand on a plus de moyens, ça permet de faire plus d'investissements, les data centers dont on parlera tout à l'heure, plus d'emplois aussi, donc plus de moyens et de ressources. Passez le micro, Guillaume, à votre voisine. Bonsoir, Monique Estève. Vous êtes directrice commerciale Hewlett-Packard Enterprise. Alors, Hewlett-Packard Enterprise, tout le monde connaît. Lorsque vous entendez cette histoire, ces relations humaines, ces projets qui sont nés comme ça d'une passion commune, ça vous inspire quoi, l'histoire d'Adista aujourd'hui? Beaucoup de respect. Alors, moi, aujourd'hui, je représente une vieille dame de 75 ans, mais qui se transforme elle aussi, puisque nous avons une actualité... assez récente. Nous avons divorcé de l'organisation qui vend des PC et des systèmes d'impression, justement pour s'adapter au nouveau marché et au nouveau rythme qu'impose le marché. Et nous sommes extrêmement proches de sociétés comme Adista pour la simple et bonne raison que même si nous sommes un groupe international, nous avons un réel engagement vis-à-vis des régions, avec un investissement en région, un réinvestissement dans les régions avec des équipes commerciales et tout un tissu service et un accompagnement des partenaires qui date maintenant de 3 à 4 ans. Et à tel point que la France a été reconnue au niveau mondial comme l'organisation qui a le mieux performé en région. Donc, la vision du marché informatique pour HPE, ça représente quoi? Alors, je vais vous parler de transformation digitale. Alors, pour nous, la transformation digitale, c'est pas simplement ce qui est au cœur de notre métier, c'est avant tout une révolution sociétale. Aucun secteur n'est épargné aujourd'hui. Il suffit de regarder autour de vous. Dans les transports, par exemple, vous pouvez louer votre voiture avec Driveview ou WeCar. Vous pouvez utiliser des services de covoiturage avec Blablacar. Vous pouvez utiliser les services du très controversé Uber. Dans l'hôtellerie, vous pouvez louer votre appartement avec Airbnb, vous pouvez partager, faire de la colocation avec guest to guest. Dans l'éducation, vous pouvez vous former sur des MOOC. Mais tous les secteurs, et dans la finance, vous voyez l'émergence de concepts comme le crowdfunding, le crowdlending, et les banques regardent ces tendances-là non pas comme des effets de mode, mais bien comme des réelles tendances de fond. Et tous les secteurs vont être frappés par ça. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est ainsi. L'assurance, la santé, l'administration, tous les secteurs sont touchés. Et pour le coup, nous sommes tous égaux, les grands comme les petits. Et aujourd'hui, la prime, comme le dit Gilles, c'est une prime à la vitesse. On est dans l'économie de l'idée. Et l'idée, c'est quoi? C'est un alliage entre un concept, une innovation et
et une équipe. D'où l'intérêt de travailler en mode partenariat. Quand on est une grande entreprise comme Hewlett-Packard Entreprise, on ne travaille pas tout seul. 70% de notre activité, elle est faite à travers des partenaires. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir développer des partenariats intelligents pour servir nos clients finaux ensemble, basés sur la collaboration, pour la simple et bonne raison que les thématiques qui sont adressées aujourd'hui sont des thématiques qui sont pluridisciplinaires. On ne peut pas être un expert d'un business model, expert en innovation, on ne peut pas être expert en RH, on ne peut pas être expert en moyens de paiement. On est obligé de rassembler des équipes qui sont pluridisciplinaires, des équipes qui sont agiles, qui n'ont pas de barrière mentale, et des équipes qui se font confiance. On ne peut plus aller voir un client et se croiser dans le hall d'accueil. C'est juste plus possible, pour la simple et bonne raison qu'il faut s'engager. Gilles Comon parlait tout à l'heure de data center de proximité. Et curieusement, lorsque l'on est un groupe comme HPE, comme Hewlett-Packard Enterprise, on se dit que des data centers de proximité, c'est peut-être pas forcément ce qui vient à l'esprit. Et pourtant, si, ça peut faire bon ménage. Et pourtant, si. Alors, nous avons nos propres data centers pour opérer les très grands clients internationaux. Mais là, on se limite à une vingtaine de clients français et on parle de projets de transformation à l'international. Après, nous avons fait un choix et tout à fait assumé de ne pas bâtir de solutions de cloud en propre, de cloud public, puisque nous croyons au fait de capitaliser sur les capacités que peuvent avoir nos différents partenaires. Et nous, on est plus favorable à une Sky Team des clouds plutôt qu'à bâtir un cloud public qui soit brandé, qui soit sous la marque HP. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de solution de cloud, mais nous avons créé une fédération de l'ensemble des solutions cloud délivrées par nos partenaires. Emmanuel Torchy, vous êtes donc pour Microsoft, vous êtes Cloud Solution Architecte. Je le dis à la française, hein, si vous ne m'en voudrez pas. Ça cache quoi C'est quoi votre métier? Alors, mon métier c'est assez simple tout en étant relativement complexe. En fait, j'aide les partenaires comme Adista, les partenaires hébergeurs en France, donc on en a 850 aujourd'hui en France, à bâtir des solutions cloud hébergées à base donc de solutions Microsoft. Donc mon job, c'est de construire l'architecture des offres, des nouvelles offres que proposeront demain nos hosters. Quels sont les liens qui vous unissent alors à Adista? Comment travaillez-vous en commun? Alors, déjà, il faut remarquer quelque chose, propriété d'Adista, c'est qu'ils travaillent beaucoup avec Microsoft. C'est un des plus grands partenaires Microsoft en France. Ils sont certifiés, je dirais, du sol au plafond, sur toutes les compétences, pratiquement toutes les compétences Microsoft, ce qui est un exploit. Et par ailleurs, ils ont même certifié leur data center avec un programme qu'on appelle le Cloud OS Network. Et ils font partie d'une des 15 sociétés françaises qui est certifiée. Donc c'est assez remarquable, parce qu'il y en a 150 à 180 dans le monde à peu près. Donc aujourd'hui, c'est un partenaire clé pour Microsoft sur ses stratégies CloudOS. Donc aujourd'hui, Adista suit parfaitement la stratégie Microsoft, hein, qui est l'environnement hybride, multi-cloud, cloud privé, cloud privatif chez Adista et le cloud public avec notamment Azure et Office 365. Chez Microsoft, par la voix de votre nouveau responsable, depuis un peu plus d'1 an, on parle beaucoup de cloud et de proximité. Là encore, comment ces deux termes peuvent-ils être liés? Voilà. En effet, la proximité est importante, notamment dans cette notion de cloud hybride. C'est l'avenir du cloud. Il n'y a pas qu'un seul cloud, il n'y a pas qu'une seule façon d'héberger ou de traiter l'information. Il faut, en fait, plus on va se tendre vers le cloud public, plus on va se standardiser, plus on va se normaliser, se conformer à des réglementations, mais moins on va personnaliser le cloud. Et justement, la partie proximité qu'on peut retrouver dans un cloud hébergé, donc chez Adista par exemple, est finalement le meilleur des deux mondes, à la fois le cloud privé et à la fois le cloud public, où on retrouve ce côté personnalisation, mais aussi ce côté conformité, standardisation, et ça suit donc toutes les règles de l'hébergement, on va dire, professionnel, tout en étant totalement personnalisable à volonté pour le client.
Microsoft est l'un des principaux acteurs mondiaux du cloud. Vous proposez des services dont la plupart sont fabriqués aux États-Unis. Comment comment avez-vous réagi au scandale qu'il y a pu y avoir avec Prism ou encore avec Snowden, par exemple? Alors Prism, ce sont ces écoutes des États-Unis vers d'autres pays, et puis Snowden, c'est l'affaire WikiLeaks. Hein. On sait, avec là aussi des vols de données. Est-ce que ça vous a impacté? Comment avez-vous réagi à ce genre d'affaires? Alors, on a réagi déjà dans toute transparence. On a vraiment fait toute la transparence, en tout cas sur ces phénomènes-là, hein, sur ces événements. On a aussi eu une stratégie de sécuriser nos data centers, de sécuriser, on va dire, les données de nos clients actuellement dans nos clouds publics et dans nos produits que l'on fournit et que tout le monde utilise aujourd'hui. Il y a énormément d'éléments de sécurité. On crypte aujourd'hui les données, que ce soit dans Office 365 ou même dans Azure. Il est possible de crypter toutes les données et seul le client a la clé pour décrypter cela. Et pour répondre encore plus à cette demande, on est allé vers nos partenaires hébergeurs afin de fournir des solutions à nos clients de proximité en France, souveraineté française, et Adista en est un parfait exemple dans cet état-là. C'est un partenariat de longue date, hein, puisque même avant Adista, vous travailliez déjà, Microsoft travaillait déjà avec les équipes qui forment aujourd'hui Adista. Lorsque Adista propose de travailler sur la proximité, ça vous semble correspondre aux attentes du marché? Oui. Moi, je le vois tous les jours. 68% des clients veulent externaliser leurs données, veulent externaliser leurs services. Mais ils veulent pas forcément, ils veulent toujours garder la main sur le service rendu par un hébergeur. Donc beaucoup veulent aller dans le cloud, veulent installer du cloud dans leur infrastructure, mais aussi veulent étendre, externaliser afin d'avoir de plus amples services, de plus amples compétences. Et donc là, Adista se dresse fièrement pour représenter cela. Merci. À vos côtés, Franck Dupont. Alors Franck Dupont, bonsoir. Vous êtes vous-même directeur commercial Axione, mais vous êtes là finalement avec deux étiquettes. Vous avez une double casquette. Il y a Axione et il y a l'OTIM. Quelle est la différence entre ces deux structures? Alors, l'OTIM, c'est le réseau d'initiative publique de la Loire. C'est un réseau qui a 10 ans aujourd'hui, il y a quelques mois. On a fêté sa 10e année. Qui a été voulu par la puissance publique au travers du Conseil général et du Conseil régional, qui ont financé une grosse moitié des 46 millions d'euros d'investissement que ce réseau a représenté. C'est un réseau très haut débit où des plus de 1000 km de fibre optique ont été déployés dans la Loire. C'est aussi un réseau qui voulu par la puissance publique, mais au service de l'activité économique et des acteurs du numérique qui étaient déjà présents sur place. Et à l'époque, c'était Cornu Informatique. C'était mon premier rendez-vous à Saint-Étienne. Je m'en souviens très bien, d'ailleurs, puisque Cornu a été le premier client de ce réseau l'OTIM. Alors, on parle donc l'OTIM, c'est le réseau local, c'est un réseau d'initiative publique qui est exploité par Axione, qui est un opérateur d'infrastructure. On parle aussi d'opérateurs, puisque nous opérons des services de boucle locale, de bande passante, que nous mettons à disposition des opérateurs de services comme Adista, qui fait qu'on a un positionnement totalement complémentaire des acteurs du numérique qui sont opérateurs télécoms. Et qui, après 2003, après une loi qui a été votée en 2003, finalement, et qui a permis aux collectivités d'acquérir la compétence d'opérateurs, ça a permis l'émergence de ces réseaux d'initiative publique qui ont elles-mêmes, puisque ce sont des réseaux neutres et ouverts, permis à des acteurs comme Adista de rivaliser à armes égales contre
les opérateurs plus institutionnels comme France Télécom à l'époque, Orange maintenant. Mais aujourd'hui, Franck Dupont, on en est où sur le très haut débit dans la Loire par rapport au secteur économique? Est-ce que l'avancée continue à être belle ou est-ce qu'il y a une stagnation au contraire? Comment ça se passe? Non, enfin, je ne sais pas, croître d'une vingtaine de % par an, je ne crois pas qu'on puisse appeler ça stagner. C'est bien. Cette croissance, elle est fortement accompagnée par des opérateurs locaux et au premier plan par Adista. J'ai regardé dans mon CRM avant de venir, parce que je voulais avoir 2-3 chiffres quand même. Bon, ça, je savais déjà qu'Adista était le premier client du réseau, enfin historique. La première fibre, c'était Adista qui l'a commandé pour l'entreprise. Et puis je me suis aperçu, comme ça, on ne voit pas le temps passer, que c'était également celui qui avait signé la 1000e fibre sur la Loire. Bon, alors, ils n'ont pas fait la fibre numéro 1 et la fibre numéro 1000. Au milieu, il y en a eu 250, un peu plus de 250 d'ailleurs. Donc, Adista est un acteur de premier plan sur le réseau LOTIM. Et loin devant, je pense, des opérateurs comme SFR qui ont, avec toute la puissance qu'on peut connaître à ces acteurs. Que ce soit pour Axione ou LOTIM, on l'a compris, vous êtes un opérateur d'infrastructure, là où Adista est un opérateur de service. Si on doit schématiser, c'est quoi concrètement un opérateur d'infrastructure? Alors, nous, notre métier résume stratégiquement à poser des fibres optiques sur le territoire pour relier des entreprises à des réseaux d'opérateurs. Et on se concentre essentiellement sur cette mission qui est finalement de déployer du tuyau. Alors, c'est un tuyau peut-être un peu péjoratif comme terme, c'est des beaux tuyaux, c'est de la fibre optique, c'est fiable, c'est très haut débit, etc. Mais schématiquement, si on doit le résumer, on fournit le tuyau aux opérateurs de services et donc ces opérateurs comme Adista les remplissent avec tous les services qui forment les usages des entreprises au quotidien et c'est grâce à leur innovation que vous utilisez plein de services aujourd'hui dont parfois vous n'avez même pas forcément conscience. Pas forcément conscience. On parlait d'innovation tout à l'heure. Ça m'a aussi rappelé que innovation et partenariat, et c'est quelque chose qui marche très bien entre Adista et Axione, puisque une de nos grandes dernières innovations technologiques est née dans la Loire grâce à Adista qui nous a décrit finalement typologie de produits qu'il aimerait avoir à son catalogue, et donc on l'a créé pour eux. Ce produit, c'est une fibre asymétrique. C'est né ici et depuis, c'est 40% du volume de fibres vendues. Alors justement, vous anticipez un peu la question que j'avais envie de vous poser, parce qu'au même titre que Microsoft ou Hewlett Packard Enterprise, vous êtes un partenaire privilégié d'Adista. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier que les autres n'ont pas chez Adista? C'est le moment de leur faire plaisir, alors vous pouvez y aller là. Bon, alors, d'abord, c'est mon premier client. Donc, n'oubliez pas qu'il y a le cocktail après, donc si vous voulez être bien servi. Je suis dans mes petits souliers. Non, outre le fait qu'évidemment Adista, parce qu'ils sont aussi présents dans d'autres départements en France où nous avons nous-mêmes d'autres réseaux d'initiatives publiques, et qui ont... C'est notre premier client parce que ils ont été toujours très imaginatifs sur les services, très fiables dans la livraison de ces services et dans la supervision, l'opération, d'un point de vue opérationnel, et également parce que ils sont présents auprès de tous leurs clients commercialement. Ils ont un modèle qui est très proche, enfin qui
est complètement dans la ligne qu'on attend, qui est d'être un opérateur de proximité, proximité alors évidemment géographique avec les clients, mais aussi proximité parce que on sent qu'ils maîtrisent, qu'ils comprennent les attentes précises des clients qui ne sont pas aujourd'hui des attentes sur étagère. Auxquelles on peut donner des réponses très packagées comme certains grands opérateurs nationaux ont tendance à le faire. Et c'est leur capacité, à mon sens, d'adaptation aux attentes de leurs clients qui fait aujourd'hui une grande partie de leur succès. Et d'une autre par la même occasion, puisque nos commandes dépendent des leurs. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Bien sûr, après, dans la partie plus festive, on pourra continuer cet échange. Merci Monique Estève, merci Emmanuel Torchier, merci à vous Franck Dupont. Je vous invite à rejoindre votre place. Et nous allons passer à la deuxième partie de cette table ronde. En accueillant nos deux autres invités, Monsieur Ziegler et Monsieur Dejas, si vous voulez bien nous rejoindre. Et je vous rappelle que vous qui êtes avec nous dans cet auditorium, vous pouvez réagir avec le hashtag Digital Friday. Bonsoir messieurs, bonsoir à tous les deux. Georges Ziegler, je me permets de rappeler que vous êtes premier vice-président du département de la Loire et vous êtes également vice-président de la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole. Et à vos côtés, monsieur Bernard Lager, vous êtes vice-président de la communauté d'agglomération Saint-Étienne Métropole également et vous êtes premier vice-président du Ciel en charge du projet THD 42. Et enfin, vous êtes le maire de Châteauneuf. Avant de revenir vers vous, messieurs, nous allons avoir, comme tout à l'heure, comme précédemment, quelques images pour entrer dans le sujet. Adista, une seule entité mais qui concentre en son sein les métiers d'hébergeur, d'opérateur, d'informaticien et d'agence digitale. Sa proposition est simple, produire l'informatique de ses clients dans ses data centers avec ses compétences pour ensuite transporter ses services jusque chez ses clients mais sur ses propres réseaux télécoms. Une maîtrise de bout en bout. La stratégie, s'orienter non plus vers l'équipement, mais vers le service et la fonctionnalité. Proposer aux clients dans une offre globale une solution sur mesure. Mettre à sa disposition tous les outils numériques pour qu'ils puissent se développer. Et un maître mot, la proximité. En effet, Adista, c'est 24 agences réparties sur toute la France, 7 data centers, probablement une dizaine dans 2 ou 3 ans, 330 collaborateurs et une croissance annuelle de 20%. Focus sur Saint-Étienne, qui est certainement la plus belle illustration de cette stratégie. C'est l'ensemble des métiers d'Adista qui y sont représentés. Avec 2 data centers, plus de 80 collaborateurs, le deuxième site le plus important après le siège à Nancy, et surtout l'agence digitale. L'offre numérique d'Adista est désormais ancrée dans le territoire stéphanois. On retrouve un peu partout dans la ville ces écrans néothèses. Adista équipe aussi de nombreux lieux emblématiques, comme la Cité du Design, le Zénith, le stade Geoffroy-Guichard, Télécom Saint-Étienne et les sites Saint-Étienne Métropole, ainsi qu'une centaine d'entreprises parmi lesquelles Vernet-Caron, le groupe Casino ou encore Samoutillage, pour ne citer qu'eux. Et la Web TV des Verts, c'est encore eux. Adista, c'est le partenaire numérique du territoire, tant pour les entreprises que pour les collectivités. Par les services, Adista relie les hommes entre eux. Guillaume Beyen, je vais me permettre de revenir vers vous pour une première question. Donc, on l'a compris, Adista est aujourd'hui sur Saint-Étienne, mais c'est une histoire qui est déjà assez longue en ce qui vous concerne. Et c'est vrai que quand on n'est pas de Saint-Étienne ou de la région stéphanoise, quand on arrive, on a l'impression que les nouvelles technologies sont partout. Pourquoi ce territoire était-il fait pour cette activité-là ? A priori, il peut sembler ne pas être fait pour cette économie-là, sauf que je pense que Georges et Bernard pourront en parler. Il y a eu des conditions favorisantes dans le sens où l'arrivée du très haut débit nous a permis justement de nous asseoir, enfin de nous appuyer sur une infrastructure très haut débit qui nous a permis de développer les services. On existait avant
en tant que groupe Cornu Informatique et puis Sinum, avant l'arrivée du très haut débit, on avait un data center à Saint-Étienne. La question, c'était de savoir où est-ce qu'on allait le mettre s'il n'y avait pas le très haut débit. Il est arrivé, maintenant on en a 2, il y en a d'autres qui vont ouvrir. Donc les conditions techniques ont été remplies pour nous permettre de nous développer sur ce territoire. Et puis ensuite, la fusion avec Adista et encore plus de moyens pour se développer. Et au-delà des data centers implantés sur Saint-Étienne, il y a d'autres projets à plus ou moins longue échéance? Oui, déjà dans la Loire, puisqu'il va y avoir après un premier data center hyper sécurisé qui va ouvrir à Saint-Étienne sur le début 2016. Il va y en avoir un qui sera un des plus grands d'Adista, qui va s'ouvrir à Roanne à l'automne 2016. Auvergne-Rhône-Alpes nous est cher, et donc il y aura quelque chose à Technolac, à Chambéry, à l'horizon août 2016 aussi. Plus un qui ouvre à Bourges. Enfin, donc on a, dans la stratégie des data centers, comme le disait Gilles tout à l'heure, on développe ces infrastructures qui sont nécessaires pour héberger les données et les traitements numériques d'aujourd'hui. Guillaume, je vais vous demander de passer le micro à Monsieur Ziegler. Monsieur Ziegler, vous êtes donc, entre autres, le premier vice-président du département de la Loire. Guillaume le rappelait, c'est en 2005 que le très haut débit a fait son entrée sur le territoire. Pourquoi a-t-il été créé et qu'apporte-t-il concrètement à la ville et au territoire dans son ensemble? Parce qu'il y avait une entreprise qui s'appelait Cornu Informatique et qui voulait partir sur Lyon. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça, et on s'est lancé là-dedans. Alors c'est vrai que j'ai rencontré les gens d'Axione. Axione, à l'époque, c'était une PME. C'était sympa parce que c'était des petits jeunes. Ils avaient obtenu déjà 1 ou 2 succès. Puis ils sont venus et ils ont répondu dans un dialogue compétitif. C'était le premier choix par dialogue compétitif qui se passait dans la Loire, et le directeur de la concurrence et de la consommation, la DGCCRF, là, il était venu, il avait regardé et il disait qu'est-ce que c'est. Et il nous disait c'est pas pour vous, c'est pas pour vous surveiller, c'est pour voir comment ça se passe parce que c'est le premier. Alors on l'a fait et puis on les a choisis. Alors il y avait des grands groupes, il y avait Louis Dreyfus, il y avait des gros déjà. Et on avait pris Axione parce qu'on s'était dit c'est du sur-mesure, c'est des artisans, ça nous va très bien. Et puis manque de peau, ils se sont fait bouffer par Bouygues. Comme ça. Et sans doute que c'était sans doute pas étranger au fait qu'on les ait choisis. Alors je me souviens, c'était marrant parce que moi je leur sortais des cartons jaunes de temps en temps. Alors ils disaient il y a une espèce de fou, là il nous met des cartons jaunes, il nous dit qu'on n'a pas à faire ça, qu'on a à faire ci. Mais enfin ça s'est très bien passé. Alors après j'ai vu les gens de Bouygues qui sont venus, je leur ai dit attendez, c'est pas l'armada que vous m'amenez, parce qu'on a des boîtes quand même sur le plan local qui sont tout à fait d'accord pour travailler, donc il ne faudra pas me les pressurer. Mais ça s'est bien passé. On est bien content et ça marche bien. Alors on est arrivé au petit équilibre d'abord, avec 2 ans de retard. Et puis après, on est arrivé au grand équilibre. Et je ne désespère pas que d'ici la fin du mandat, ils puissent me faire un chèque. Mais si je vous entends bien, Monsieur Ziegler, c'est-à-dire qu'au-delà des enjeux politiques ou économiques, ce sont plus des rapports humains, ce sont des relations d'hommes. Ici, on est dans la Loire. Oui. Donc c'est des histoires de potes. Donc on se rencontre et puis on discute. Quand je vois le président de la chambre de commerce, il m'engueule ou je l'engueule, mais ça fait du bien de se faire laver la tête. Quand je vois Guillaume, alors c'est vrai qu'avant c'était mon copain Jean-Noël Cornu, qui était le patron de Cornu Informatique, et puis t'as pris, ça s'est appelé Cinéum, et puis après il s'est devenu Adista. Alors ça c'est vachement bien. On est content, ils sont bien. C'est un gros parmi les petits. Et ça, on en est très fiers, parce qu'on a l'impression de l'avoir un peu poussé. C'est comme Numelink. Avant, ça ne s'appelait pas Numelink, ça s'appelait Loire Numérique. Puis un jour, ils m'ont expliqué que ça ne faisait pas moderne, que pour trouver du business à l'extérieur, il ne fallait pas s'appeler Loire Numérique. Moi, je trouvais que c'était très bien, Loire Numérique. Bon, c'est tout. Alors, ils se sont appelés Numelink. Je leur ai dit, appelez-vous Numelink. Et puis, ça marche bien. Mais il n'empêche que quand la petite Catherine, elle vient me voir, c'est toujours pour piquer du pognon. Et vous ne dites jamais non, finalement. Comment voulez-vous dire non à Catherine? Et puis surtout qu'en plus, on est très fiers. Parce que quand on a commencé, il y avait 4 entreprises. Et avec eux, ça devait faire pas 300 emplois. Aujourd'hui, ils sont 170, 180. Je ne sais plus, ça augmente tous les jours. Combien? 230. Oui, j'étais déjà à Mathusalem, moi. Donc 230... Et ça fait 5000 emplois. C'est malheureux pour le textile, mais il y a beaucoup plus d'emplois dans le numérique aujourd'hui dans la Loire que dans le textile. C'est vrai. Et demain, on sait que ça va remonter. Et puis ce qu'il y a, c'est qu'il y a un génie inventif ici. C'est-à-dire qu'on a plein de boîtes. Le e-commerce, vous en faites pas dans la Loire, ils ont tout compris. La première entreprise d'e-commerce, c'est Cdiscount. C'est le groupe Casino. Et puis après, on a des super belles boîtes.
Xavier Cour, qu'on a fait venir, hein, c'est le patron de... Je ne me souviens plus déjà comment ça s'appelle, sa boîte. Mais enfin, c'est un gros truc. Et puis, on a plein de trucs. On a ProBike Shop. ProBike Shop, il monte comme ça. Alors, je lui dis, qui c'est, M. Rochon, je lui dis, qui c'est votre actionnaire de référence? Il me dit, c'est le groupe Migros, maintenant. Le groupe Migros, c'est des Suisses. Là, il y a de la galette. Hein. Alors, ça, c'est impeccable. Ça, c'est impeccable. Et puis, derrière, on a Mister Auto. Mister Auto, alors, ils se sont implantés à Corbas, c'est vrai, mais c'est des Stéphanois. Et on a plein de gens comme ça qui sont de la Loire. Je rencontre plein de types qui sont fantastiques. Un monsieur Lafont que j'ai rencontré, qui a monté déjà 2 boîtes, mais il les a vendues toutes les 2. La première, il a eu une grosse piscine et un gros yacht. Et maintenant, il n'a plus le yacht dans la rade, il l'a dans sa piscine. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Hein, mais moi, je suis très content. J'ai vu émerger des trucs extraordinaires. Je suis élu d'un quartier très populaire, la place Saint-Roch, ça dit peut-être quelque chose à certains qui sont dans la salle. Et puis il y avait en face de l'église un vieil estanco qui était dégueulasse minable. Peint à la rouille, vous savez, c'est minium là qu'on mettait pour empêcher que les machines elles rouillent, c'est ça. Et puis un jour, je rentre, il y avait 3 gamins qui étaient là. Alors je leur dis, ah bon, ça va les jeunes, qu'est-ce que vous faites? Je suis le conseiller général du canton. Il me dit, ah ben nous, on a monté une boîte. Je me dis, ça y est, brolo. Alors je leur dis, qu'est-ce que vous faites? S'il me dit, le gars, il me dit, ben moi, je fais des t-shirts. Ah, je dis, ah bon? Et comment elle s'appelle, votre boîte? Lafraise.com. Ah, je dis, avec un nom comme ça va réussir. Hein. Eh bien, le gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait des copains aux Beaux-Arts. Il faisait des modèles. Il les mettait sur la toile. Il avait 150 commandes. Il lançait la fabrication. Alors, j'ai dit, ben, c'est bien, les gars, continuez. Je lui avais dit, combien vous avez mis dans votre boîte là? Il me dit, ben, ma famille m'a prêté 10 000 euros. 9 mois plus tard, il a vendu ça à des Allemands pour 3,6 millions. Pas mal. Pas mal. Et il a recommencé maintenant avec une boîte où il fait des chaussettes, celles que vous portez, les rouges, là, elles en viennent peut-être, c'est des duchesses. Et vous les regardez depuis tout à l'heure, je sens qu'elles vous plaisent, mes chaussettes. Non, assorties à votre c'est les cravate. lacets qui me plaisent surtout. Je vous donnerai l'adresse voilà, de donc mon vous avez fournisseur. compris. Non, pour être plus sérieux, c'est vrai que nous, on a voulu à la fois avoir une infrastructure qui soit l'autoroute. On ne pouvait pas se payer tout à fait la 45 tout seul, mais on pouvait se payer l'autoroute virtuelle, numérique. Donc on l'a fait. Ça, on l'a fait avec Axione, c'est bien, c'est le team, c'est super. Aujourd'hui, le team, ils s'étendent parce qu'ils ont un accord avec ADN, hein, Ardèche Drôme Numérique. Ils ont tendu la main vers nos amis de l'Auvergne. Ça va marcher aussi. Il y a une plaque qui se constitue et on est, nous, au cœur d'une très, très grande région. Alors demain, ou après, c'est après-demain que ça se passe, les élections. Bon, je ne vais pas vous dire pour qui il faut voter, mais si les élections se passent bien, moi aussi, je peux sortir des petits cartons jaunes, vous savez. Pourra monter encore plein de trucs. Et puis je pense qu'aujourd'hui, c'est important. Et alors, avec Bernard Lager, qui est mon copain, parce qu'on est copains tous les deux, c'est pour ça qu'on n'arrêtait pas de discuter, parce qu'on se voit à peu près tous les jours, mais on a encore plein de choses à se dire. Et on a pris un jour notre bâton de pèlerin, et on a fait la tournée de toutes les communautés de communes du département. Justement, M. Ziegler, c'est la question que je voulais vous poser, parce qu'on l'a bien compris, département précurseur, les élus convaincus de l'intérêt des nouvelles technologies et du très haut débit, mais par rapport à la population et à l'entreprise et au monde de l'entreprise, ça a été assez rapide aussi l'adhésion, ou il a fallu vraiment être très persuasif, très convaincant? Attendez, quand on parle de pognon, il n'y a pas besoin d'aller au cours du soir, hein. Tous les industriels, ils ont compris que ça passait par là. Parce que les petits patrons qui disaient « Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça va servir à rien ». Quand le groupe Volvo, le groupe Renault, ils ont dit « Les plans, on vous les fait passer par le système ». Ah, ils ont dit « Ah bon, vous les envoyez plus par la poste ?» Non, non, c'était fini. Et donc, ils ont bien compris qu'avec le système Lotim, ils l'avaient en un temps record. Alors qu'avant, sur leur vieille babasse, il fallait qu'ils le passent le soir pour être sûr de l'avoir le lendemain matin. C'était comme ça. Et je crois qu'effectivement, il y a eu une avancée, il y a eu un saut technologique. Vous savez, les gens de la Loire, ils ont envie d'entreprendre. Et ça, je crois que c'est une caractéristique de ce département, c'est l'esprit d'entreprendre. On a envie de faire des choses, on a envie de se lancer, et on a compris très vite que les nouvelles technologies, on pouvait s'en servir pour faire plein de business. Et ça va très très vite. Alors le team, j'ai regardé les comptes, l'autre jour, il y avait... C'est 20% de plus par an, c'est bien vrai. Je l'ai vu. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il y a au moins une entreprise par jour qui vient chez le team pour se faire connecter. Je peux vous demander de passer le micro à M. Lager. Merci, M. Ziegler.
Bernard Laget, je rappelle que vous êtes, entre autres, un premier vice-président du Ciel qui est en charge du projet THD 42. Le THD, c'est une condition du digital. Quelles sont les applications actuelles et puis surtout celles à venir sur lesquelles vous travaillez peut-être déjà? Alors on va parler au débit, peut-être avec moins d'humour que mon comparse Georges, mais THD 42, en fait, c'était s'occuper de la cible particulier, les habitants, nos électeurs. Il faut bien s'en occuper un petit peu aussi, même s'ils n'ont pas la 45, au moins qu'ils aient la fibre optique avant les autres. Et donc THD 42, maintenant, on peut dire que c'est un programme, c'était un projet jusqu'à il y a 2 jours, mais vous avez un scoop, le Premier ministre a signé l'engagement définitif de l'État, donc on peut dire que c'est un programme, et donc ça veut dire que les 284 communes qui ne sont pas situées dans les 2 zones conventionnées par Orange auront la fibre optique d'ici 2020. Alors ça, je pense que ça va considérablement modifier l'appréhension qu'ont nos concitoyens par rapport à la fibre optique et l'appétence qu'ils ont, et ça va générer beaucoup d'activités nouvelles et sûrement de nouvelles entreprises. Et c'est vrai que Georges avait commencé à le dire, quand en 2013, suite à une décision du conseil départemental, dans le cadre du conseil général de l'époque, dans le cadre du SDAN, quand en 2013 on s'est mis à faire la tournée des intercommunalités, on était toujours très surpris quand on arrivait dans des zones assez rurales, comme on a dans le département. Le maire de la grande ville, enfin, ou du gros village, ou du gros bourg était pourquoi on a besoin de la fibre? Et c'est souvent les maires des villages les plus excentrés qui disaient mais non, nous on n'a rien, il nous faut à tout prix cet accès. Parce qu'effectivement, il y avait une intuition dans ces élus qu'il y allait avoir une explosion. Non pas uniquement le débit symétrique, montant et descendant, mais aussi dans le nombre d'objets connectés. Et je crois que c'est là, effectivement, le besoin par rapport à ces réseaux. Et donc, c'est tout à fait naturellement que les collectivités qui sont là pour mettre en place les bons écosystèmes ont décidé d'investir dans ce réseau qui va se mettre dans les prochaines années en place avec un fermier qui est assez proche de celui qui gère la société Lotim actuellement. Donc ça reste encore une histoire de ce qui veut dire que pour les années à venir, il y a déjà des projets, il y a des projets enthousiasmants, déjà de belles avancées. Tout à fait. Alors ce qu'on espère, c'est que nos amis et partenaires d'Orange, ils seront à l'heure sur les 2 zones conventionnées, autour de Roanne et de Saint-Étienne, parce que ça ferait quand même un petit peu tâche que nous, les pauvres collectivités, les pauvres élus ruraux, on ait réussi à mettre en place un système et que eux, ce grand groupe dont j'apprécie beaucoup effectivement la qualité, et il nous faut des groupes comme ça en France, bien évidemment, de sociétés de ce type, n'arrivent pas à être au rendez-vous. Le message est passé. Voilà. Et pour compléter l'écosystème, et fort de ce qu'il y avait déjà sur le territoire au niveau entreprise que Guillaume ou Georges ont rappelé, il y a eu une décision qui a été prise par l'agglomération de candidater au label French Tech. Plutôt de rentrer dans le cadre des métropoles French Tech. Et comme, on pensait que ce n'était pas suffisant d'être une métropole French Tech, on a souhaité être identifié dans les 14 métropoles French Tech comme étant la métropole Design Tech et comme étant la tête de réseau en France du réseau Design Tech, donc qui est l'alliance entre le design et le numérique, et qui, pour l'anecdote, au cas où ça aurait échappé à certains d'entre vous, a été annoncé par Madame la ministre à New York par un bel après-midi de juillet, ce qui était quand même quelque chose d'assez... Ah, Madame le maire, pardon. Gilles Comon, Guillaume Béyens, votre réaction, là vous avez 2 représentants de la collectivité, 2 élus qui sont avec nous ce soir par rapport à ce qui vient d'être dit. J'imagine que bien sûr vous buvez du petit lait, mais au-delà de ça, ça représente quoi ce partenariat avec les collectivités ? Alors disons qu'on a clairement basé notre modèle économique justement sur ce partenariat, et on s'appuie autant que possible sur effectivement les infrastructures très haut débit mises en place par les collectivités publiques. Le monde des réseaux d'initiatives publiques aujourd'hui, c'est presque une centaine de projets sur la France, puisque beaucoup de collectivités ont commencé avec souvent un petit peu de retard, mais essayer de rattraper les pionniers, dont la Loire. Et clairement, c'est un modèle qui permet d'offrir le préalable, quelque part, du fonctionnement en mode cloud. C'est quand même les télécoms, puisque le principe, c'est de travailler à distance. Si on n'a pas des télécoms qui soient à la fois fiables
et de débit élevé, l'expérience utilisateur n'est pas bonne et quelque part, on condamne le modèle avant même qu'il ait pu s'exprimer. Donc clairement, cet effort qui a été fait il y a maintenant une dizaine d'années en termes d'investissement a pris tout son sens quelque part avec l'émergence du cloud et de ses modes de fonctionnement. Merci. Merci messieurs, merci monsieur Ziegler, merci monsieur Lager. Je vous invite à regagner vos places. Et nous allons passer à la troisième partie de cette table ronde. Et c'est un duo de Philippe que nous allons accueillir. Philippe Curian, Philippe Passy. Alors messieurs, j'ai le plaisir de vous faire savoir que nous avons complètement explosé notre timing parce que vous aviez des intervenants, des interlocuteurs tellement brillants qu'on n'a pas vu passer l'heure et voilà, donc on va essayer de condenser un petit peu le message. Philippe Passy, je rappelle que vous êtes directeur marketing chez Adista et quant à vous, Philippe Curian, vous êtes directeur général délégué chez Adista, bien évidemment. Gilles, je me permets de revenir vers vous par rapport à tout ce que l'on a entendu. C'est quoi les projets demain à Adista? Ça va se passer comment? Est-ce qu'il y a déjà des choses très concrètes pour les années à venir? Alors, en informatique, on a coutume de dire que le temps passe un petit peu comme pour les chiens, 7 fois plus vite que dans la vie réelle. Donc déjà, dans notre monde, quand on regarde à 3 ans, ça fait regarder 20 ans en avant, donc c'est déjà pas mal. Donc on a des projets surtout à moyen terme, dans différents domaines. On a évoqué celui des data centers, avec la construction de 2 data centers par an à peu près sur les 5 prochaines années, donc environ une dizaine à terme de plus que ce qu'on a aujourd'hui. Des investissements également en termes de fibres, puisque on l'a vu, il faut non seulement produire les services dans les data centers, mais les faire arriver jusqu'à l'utilisateur final. Et puis également des projets dans tout ce qui est autour des développements, autour des applications mobiles, autour de tous les nouveaux usages, avec tout ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui a à la fois l'intérêt de connecter à peu près tout ce qu'on peut trouver comme objet dans la vie courante, depuis la montre, le frigo, la voiture, les lacets, les chaussettes. Tout ça, mes lacets ont eu beaucoup de succès. Voilà. Et donc tous ces objets connectés, ils vont générer des données. Donc ça fait des flux réseau. Et une fois qu'on a collecté à travers le réseau, il faut stocker, archiver ces données, les traiter, donc du big data. Donc des capacités, on est clairement pour nous devant un marché en très forte croissance grâce aux nouveaux usages pour aussi loin, je dirais, que le regard peut porter aujourd'hui. On va parler peut-être aussi de l'agence digitale. Alors là, c'est vers vous, Philippe Passy, que je me tourne. C'était important de choisir une marque pour l'agence digitale qui existe aujourd'hui, parce que finalement, vous auriez pu l'appeler l'agence digitale Adista. Oui, on aurait pu l'appeler l'agence digitale Adista. Et vous avez fait un autre choix. On l'a pas fait. Vous avez fait un autre choix. Et puis, en fait, moi, ce qui m'importe, en fait, ce soir, je ne sais pas si Gilles boit du petit lait depuis le début de ce Digital Free Day. Moi, j'ai entendu des choses super intéressantes ce soir. Je crois qu'aujourd'hui, la vérité, c'est que les cartes sont rebattues dans l'économie. Le digital rend à nouveau tout possible. Alors, c'est Monique Estève qui disait tout à l'heure que ça peut être bien ou ça peut être pas bien, mais qu'il faut en tout cas savoir peut-être en tirer profit. Mais aujourd'hui, il est clair que la valeur peut être captée différemment par les entreprises à condition de se numériser et de profiter de cette transition digitale. Sans faire de politique, juste avant le second tour des régionales, il y a une phrase qui m'a, moi, interpellé cette année. C'est une phrase de notre ministre de l'économie qui disait « La France a raté le virage de la robotisation, elle ne peut pas rater le virage de la transition digitale ». Donc ça me semble quand même extrêmement fort. Et tout ce que vous nous annoncez sur les autoroutes du numérique, justement, on est totalement dans cette vision. Ce que disait Axione, ce que disait aujourd'hui M. Ziegler, on est dans la favorisation, justement, de cette nouvelle économie. Alors, quel est le rôle d'une agence digitale nationale ? C'est justement de favoriser cette transition digitale. Et le rôle de notre agence digitale, c'est ça, c'est de permettre aux entreprises de réinventer des business models et d'être gagnantes dans ce nouveau monde. Alors notre agence digitale nationale, pour ça, c'est 50 personnes, ou quasiment 50 personnes. C'est un savoir-faire extrêmement spécifique. Ce sont des métiers dont les titres n'existaient pas il y a 10 ou 15 ans. Le titre de directeur ou directrice artistique dans une société d'informatique il y a 15 ans, ça ne s'envisageait pas. Donc pour toutes ces raisons, il nous a semblé essentiel de donner une identité, de donner un corps presque
à l'agence digitale nationale d'Adista. Puis j'écoutais justement Gilles tout à l'heure qui expliquait le dépôt de la marque Adista en avril 2007. J'étais déjà chez Adista et j'ai vécu cette époque. Et effectivement, quand on a déposé cette marque, on n'imaginait pas toute l'ambition qu'on pourrait avoir autour de la marque Adista. Donc moi, je souhaite à tous mes collègues qui font partie aujourd'hui d'Object 23 d'avoir cette ambition, d'être vraiment extrêmement fiers de cette marque et puis de s'investir sur la durée. Et nous, on est sûr en fait que ça va fonctionner. Alors Philippe, vous nous expliquez un petit peu Object 23, pourquoi ? Alors je peux vous expliquer Object 23. Je sais qu'on a un temps imparti relativement court. Pour tout vous dire, au début, comme à chaque fois qu'on lance une marque, on est handicapé par l'existence de marques existantes. C'est-à-dire qu'aussitôt on se réfère à des marques qui existent. On regarde comment font les autres. En fait, il ne faut surtout pas regarder comment font les autres, il faut penser à ce qu'on est, à nos valeurs et à ce qu'on veut exprimer. Donc mon idée, en fait, ça a été très simple. À un moment donné, je jetais des mots sur un écran, on échangeait à plusieurs par mail, et dans un de ces mots, j'ai jeté un mot qui était le mot objet, et puis je pensais à A comme Adista, objet A, j'ai eu un vague souvenir, et je me suis dit au final que c'était peut-être une mauvaise idée, parce que l'objet A, en philosophie lacanienne, c'est l'objet du désir. Et je me suis mal vu expliquer à Gilles, Guillaume et Philippe qu'on allait utiliser l'objet idéal du désir comme marque pour Object 23, pour notre agence digitale. Mais l'idée objet, quand même, elle est restée. Puis on a réfléchi ensemble, et puis on s'est dit finalement, l'objet, c'est quoi ? C'est ce qui favorise la transition entre les âges, toujours en philosophie. Et puis l'objet. Si vous regardez bien, pour passer du numérique au digital, vous utilisez tous aujourd'hui dans vos poches des smartphones. Ce sont les choses que vous avez mis normalement en mode vibreur tout à l'heure. C'est ce qui fait que vous êtes passé à l'époque digitale. Donc on s'est dit que finalement l'objet, c'est ce qui favorisait encore une fois cette transition digitale. Gilles parlait des objets connectés, on peut parler de l'Internet des objets. La notion d'objet, elle devenait de plus en plus essentielle justement dans notre vision de ce que devait du futur nom de l'Agence digitale nationale. Alors 23, pourquoi 23 ? La 23e lettre de l'alphabet, c'est le W. C'est la lettre du web. Donc objet 23. On est en France, donc pour faire sérieux et pour faire IT, il faut mettre un petit peu d'anglais. Donc c'est devenu Object 23. Et en bon cinéphile, cette notion d'objet, et vous allez vite voir le rapport avec le ciel étoilé, ça m'a rappelé aussi une séquence d'un film mythique qui est 2001, Odyssée de l'espace, où vous voyez à un moment donné un des premiers hominidés utiliser un objet qui lui sert comme outil, comme arme, et il jette en fait cet objet dans le ciel, l'objet tourne, et l'objet se transforme en vaisseau spatial. Et si vous regardez notre plaquette aujourd'hui qui vous est remise sur Object 23, vous voyez qu'elle est très espace, très spatiale. Puis quand je regarde en fait le logo Object 23, quand je vois ce ciel, tout à l'heure j'ai dit à mon ami Philippe qu'en fait Object 23 c'était la planète des possibles dans le grand espace du digital. Voilà. Donc Object 23 était né. Ça vient de loin, hein. J'aurais pu faire plus long, mais je sais que c'était pas bien. Je n'en doute pas, Philippe. Concrètement, Philippe Curian, c'est quoi une agence digitale ? Ça marche comment ? Il a tout dit, ou presque. Alors, qu'est-ce qu'une agence digitale ? Oui, justement. Alors, agence digitale, il y a deux termes, agence et digitale. Agence, qu'est-ce que ça peut évoquer dans le commun des gens ? Souvent une agence de communication. En tout cas, dans notre métier, on pense souvent à une agence de communication. Digital, eh bien, en fait, c'est tout ce qui peut évoquer Internet, la digitalisation de l'information, comme on l'a évoqué ce soir, bien dans de grandes proportions. Pardon. Alors, nous, on a essayé de conjuguer ces deux termes pour essayer de proposer un positionnement à nos clients, de manière à les accompagner depuis la stratégie web jusqu'à la mise en œuvre des technologies dans le cadre de la transformation numérique. Alors du coup, on peut se poser la question, on en a déjà parlé ce soir, qu'est-ce que la transformation numérique ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs interprétations possibles. La mienne, celle que je me suis appropriée, c'est le fait de penser que la transformation numérique ou la transformation digitale des entreprises, c'est tout le processus qui consiste à revoir son modèle d'affaires. Et le modèle d'affaires, il est bien souvent impulsé par le changement des technologies, la force des technologies sur lesquelles on s'appuie. Mais pour pouvoir faire ça,
bien souvent, ça induit pas mal de révolutions au sein de l'entreprise, dans les processus qu'elle a en place pour produire, et puis surtout dans la relation qu'elle peut avoir avec ses partenaires ou ses clients. Et du coup, elle est obligée de se reposer par rapport à ça et de mettre en place une relation qui se différencie par rapport à ce qu'elle faisait hier. C'est-à-dire la relation devient durable. Elle devient durable parce que si je veux changer de modèle économique, il va falloir que j'arrive à passer un contrat avec mes clients pour leur proposer de travailler sur le plus long terme, ce qui me permet de me réadapter. Et hier, lorsque je construisais des produits, eh bien, demain, au lieu de leur proposer d'acheter ces produits, je vais leur proposer la fonctionnalité qui est liée à l'usage de ces produits. Alors, je vais essayer d'être concret. J'ai assisté dans cette salle à une conférence qui m'a beaucoup plu, notamment par l'un des exemples dont je ne l'ai pas inventé. C'était une entreprise qui parlait de son métier, qui était de fabriquer des compresseurs. Et donc, le thème de la conférence, c'était l'économie de la fonctionnalité. Et cette entreprise expliquait que hier, ses clients, elle leur proposait des compresseurs, des nouveaux modèles, de nouvelles capacités de performance, de production de ces mêmes compresseurs en termes d'air comprimé, et qu'à un moment donné, elle s'est posé la question de savoir quel était le besoin de ses clients. Ces clients elle était dans une logique B2B, les clients sont des industriels. Et le besoin de ces industriels, c'est pas d'avoir des compresseurs, c'est d'avoir de l'air comprimé, et d'avoir l'air comprimé à tout instant. Et puis, encore plus loin, c'est de pouvoir consommer cet air comprimé en fonction de leurs propres besoins en temps réel. Et donc, elle est en train de changer de modèle économique. Mais pour pouvoir faire ça, il faut beaucoup de choses. Il faut pouvoir mettre des objets connectés au sein de l'entreprise, enfin de ses propres clients, vers les compresseurs. Se dire que les compresseurs, elles vont rester la propriété. Enfin, ça va rester sa propriété, pardon. Et du coup, mettre à disposition de l'air comprimé en mesurant le trafic qui est produit, comme nous on le fait par exemple sur les fibres optiques, on regarde le débit qui est consommé par nos clients pour pouvoir leur facturer. De la même manière, on leur fournit de l'air comprimé, on leur garantit l'air comprimé, et on leur facture uniquement ce qui est consommé en termes d'air comprimé. Et donc, et je reviens vers nous, l'agence digitale, elle intervient sur le processus pour permettre de mettre en place des outils, des services, des interfaces, pour que ces mêmes clients, ces entreprises, puissent être complètement transparentes vis-à-vis de leurs propres clients. Mais alors justement, Philippe Curian, quels sont précisément les métiers d'Object 23, de l'agence digitale, et quelles sont les passerelles avec Adista? Parce qu'on a l'impression finalement qu'au départ ce sont deux mondes complètement différents, mais il y a des liens. Alors, avant de parler de ça, je voudrais revenir sur un point, c'est finalement cette révolution numérique, qu'est-ce qu'il induit aujourd'hui? Pourquoi on en arrive là? Et en fait, on en a déjà parlé ce soir, mais il y a plusieurs... Enfin, c'est un phénomène, mais c'est la conjonction de plusieurs facteurs. Donc le premier, c'est Internet, bien sûr. Internet qui est arrivé il y a déjà longtemps. Mais Internet tout seul, peut-être que n'aurait pas permis d'avoir ce type de révolution. Donc, associé à l'Internet, c'est l'augmentation des débits. Gilles en a parlé tout à l'heure, Guillaume aussi. Puis le cloud, qui a permis de virtualiser les infrastructures, d'augmenter la performance. Et puis enfin, et pas enfin d'ailleurs, les réseaux sociaux, avec la production des données innombrables par vous, les usagers, et du coup qui ont replacé dans ce contexte l'usager que nous sommes au centre, et notamment fait en sorte, nous a propulsés comme des consommateurs. Ce qu'on était hier comme consommateur est devenu consommateur parce qu'on a une influence sur ce qui se passe auprès de nos fournisseurs, dans le e-commerce ou autre. Mais pour pouvoir exploiter ça, en fait, il faut des outils. Et typiquement, c'est le big data. Et puis, il faut de l'intelligence. Et on s'aperçoit qu'en fait, la mutation économique, c'est de passer aussi vers des modèles économiques qu'on n'aurait pas pu imaginer hier, et que finalement, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est pas la technologie, c'est pas tout ce que je viens de citer, c'est la donnée. Aujourd'hui, c'est la donnée. C'est l'élément le plus important, parce qu'avec cette donnée, on peut créer de l'économie. Et ça, c'est vraiment nouveau. On a parlé tout à l'heure de Airbnb, c'est un exemple. Et il y en a d'autres. Il y a Blablacar, bien sûr, Uber, qui ne possèdent rien, en fait. Ils ne possèdent que des données. Sauf qu'ils ont ouvert le tir en premier.
ils ont une vision mondiale, dans la plupart des cas, et ils savent comment exploiter la donnée pour rendre un réel service auprès des usagers. Alors maintenant, c'est vrai que pour répondre à la question sur nos métiers, en fait, il y en a 5. Et puis sur les liens avec Adista, surtout. Oui, alors, oui, j'allais, bien sûr. Alors, le lien avec Adista, en fait, il est simple par rapport à ce que je viens de dire, c'est que Adista fournit toute la partie infrastructure, on vient de l'évoquer, et Object 23 arrive avec une couche d'accompagnement auprès de ses clients pour construire le modèle économique de demain. Et pour ça, on s'appuie sur nos métiers. Et les métiers, il y en a 5 grandes familles. Donc, le premier, c'est tout ce qui est conseil, audit, pilotage, pour être proche des projets et avoir des équipes qui sont dans la logique de compréhension du besoin et le conduisent tout au long du projet. Et puis, surtout, l'ergonomie, le web design, l'interface utilisateur. Il est évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas concevoir la construction d'une application si on ne se pose pas la question de l'usabilité de cette application. Et puis, bien sûr, le développement, ce que hier on appelait l'informatique ou le développement informatique, aujourd'hui, c'est devenu un technocentre, avec des savoir-faire qui sont multiples et qui sont foisonnants, et puis qui vont jusqu'à ce qu'on appelle dans notre jargon l'intégration numérique, continue, pardon. Et puis, bien sûr, tout ça, il faut que c'est un niveau de performance satisfaisant. Donc, on va régler l'ensemble des services qu'on va fournir, que ce soit du logiciel ou des équipements, de manière à être le plus performant possible dans le domaine du e-commerce, entre autres. Et puis, pour être présent sur le web, il faut une vraie stratégie de communication en termes de web marketing. Et là, on a des équipes qui vont travailler sur le court terme et le long terme surtout, pour faire en sorte que l'entreprise puisse trouver son audience, que ce soit dans une logique B2B ou une logique B2C. Philippe Passy, je reviens vers vous. Si l'on devait résumer la mission d'Object 23, alors, au regard de ce que vient de nous expliquer Philippe Curian. Pour reprendre justement tout ce que vient de dire Philippe, moi je dirais qu'il y a 3 circonstances qui sont absolument extraordinaires et qui font qu'aujourd'hui, dans les TPE, les PME, les ETI, tout est possible. Alors c'est un peu terrible de dire ça, mais la première circonstance, c'est la crise économique de 2008. Je pense que la crise de 2008 a totalement obligé, imposé de repenser les modèles de production des services, les modèles d'utilisation des services. La deuxième chose, pour moi, c'est les changements sociétaux et changements générationnels. Beaucoup de choses qu'évoquait Philippe sont liées justement aux changements sociétaux. Aujourd'hui, on ne possède plus, on consomme. Aujourd'hui, on communique énormément sur les réseaux. Et ces changements générationnels, ces changements sociétaux ont beaucoup d'impact. La troisième chose, ce sont les changements technologiques. Pour ceux comme moi qui ont vécu il y a 10, 15, 20 ans, aujourd'hui, mes collègues sont en train de tweeter en direct, de faire des photos qui peuvent faire le tour du monde sur votre présence ici et sur les différents mots qui sont dits. Ces 3 phénomènes accélérateurs, combinés à la vision d'une agence digitale, rendent tout possible dans une entreprise. Mais pour une raison simple, on a beaucoup parlé de proximité. Moi, je pense que le rôle d'une agence digitale aujourd'hui, le rôle d'Object 23, c'est profiter de ces 3 circonstances, et notamment des technologies qui existent au sein d'Adista, d'où le lien que vous recherchiez avec Adista, d'utiliser ces technologies, ces possibilités, pour être le plus proche possible des dirigeants des entreprises, pas forcément des dirigeants informatiques, pour leur permettre de repenser une partie de leur activité en imitant plus de digital, plus de numérique. Et ça génère aussitôt des gains en termes de compétitivité, tout simplement financière, mais ça génère surtout des gains concurrentiels. On devient vite plus performant. Voilà. Pour reprendre l'image du vaisseau spatial de 2001, l'Odyssée de l'espace, bon voyage et bon vent à Object 23. Merci à tous les deux. Vous restez avec nous pour la dernière partie. La dernière partie de cette rencontre que nous lançons maintenant. Et je vais demander maintenant à Armand Lulka de nous rejoindre ici sur ce plateau. Et vous allez trouver aisément la place qui vous est réservée. Guillaume Beyens, je reviens vers vous. Là, on avait bien compris Adista, on a bien compris aussi Object 23, on a bien compris les liens. C'est un petit peu l'arrivée ou le retour de l'humain dans tout ce qui est innovation technologique ? Oui, c'est ça, en fait, c'est remettre les hommes au centre de tout ça, de façon à effacer la technique, parce que c'est pas la technique qui importe au client. Ce qui est important pour le client, c'est l'usage et c'est le fait d'avoir un service. Et les hommes, notamment Object 23, et les femmes, bien sûr, parce qu'il y a...
homme au sens générique, on va dire, mais il y a beaucoup de femmes dans Object 23 et c'est suffisamment rare dans nos métiers techniques pour le saluer, sont là pour effacer toute cette partie technologique. Cette partie technique, on ne vend plus du matériel, on ne vend plus des gigaoctets, de la mémoire, des disques durs, etc. Ce qu'on vend, c'est des services et des usages. Et ce sont bien les hommes qui permettent ça. On ne va pas demander à une machine de vendre une machine ou de configurer une machine. On va demander à des hommes de s'en occuper. Armand Lulka, vous êtes directeur de Numelink. Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer, nous rappeler ce qu'est Numelink ? Alors oui, bien sûr, Numelink, c'est un cluster qui existe depuis maintenant 13 ans. Donc un cluster, c'est un réseau d'entreprises sectorielles. Numelink regroupe les entreprises IT, les entreprises qui travaillent dans le champ du numérique de façon assez large. On a aussi bien des entreprises qui travaillent comme Object 23, donc sur le web, le web marketing et tout ça. Et puis également donc, les entreprises qui travaillent sur les télécoms, les réseaux, les éditeurs de logiciels. Bref, c'est la grande famille du numérique. Ce qui veut dire que le réseau des clusters et Adista et Object 23, tout cela fonctionne vraiment en bonne intelligence, en bonne relation. Eh bien oui, parce qu'en fait, ça permet de créer quelques complémentarités avec un certain nombre de compétences qui peuvent s'additionner. Et au sein de Numelink, je ne l'ai pas dit, mais donc aujourd'hui en groupe, donc 220, 230 entreprises. Et une des spécialités du cluster, c'est justement de proposer ce qu'on appelle de l'innovation collective, et c'est-à-dire de faire matcher des compétences complémentaires dans nos entreprises pour inventer les services et les produits de demain. Et à ce titre, d'ailleurs, Adista, j'ai fait le compte tout à l'heure, j'ai regardé la CRM, a participé à 10 projets collectifs innovants labellisés par Numelink. Est-ce qu'on peut parler, Armand Lulka, de ce label French Tech Design Tech ? Ben oui, on peut en parler. Bon, il y a M. Laget qui en a parlé déjà un petit peu tout à l'heure. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire aussi bien que lui, mais en gros, donc, le territoire a été reconnu par l'État avec d'autres territoires comme étant un territoire particulièrement actif, à la fois dans le monde du numérique, mais aussi avec la spécificité design. Et ça, moi, je pense que c'est quelque chose qui est super important. Ça nous permet encore de nous démarquer sur ce bassin, parce que le couple design et numérique est, à mon avis, le couple qui a de l'avenir sur le territoire, et pas seulement sur le territoire, mais sur l'ensemble des territoires. Ne serait-ce que, par exemple, au niveau des interfaces professionnelles, on a parlé beaucoup d'usages et d'usages innovants cette soirée. Et parfois, l'innovation, ça passe par l'interface. Et c'est comme ça que le design peut être en lien avec les activités. Je reviens vers vous, Guillaume Beyens. Tout à l'heure, vous nous parliez du retour de l'humain dans l'innovation technologique. On parle du totem. C'est quoi ce projet que vous avez eu envie d'initier ? Pas initié, en fait. Le totem qu'on va peut-être afficher à un moment donné. On va peut-être afficher. Qu'on va peut-être afficher. C'est la représentation. Regardez, c'est magique. Voilà. French Tech Design Tech et de la symbolisation de l'atelier numérique sur Saint-Étienne. C'est aussi une façon de mixer le passé et le futur. Je pense que tout le monde ici connaît la panthère, symbole de la SS. L'objet facette, normalement, représentant la French Tech au niveau national, c'est un coq français. Ici, à Saint-Étienne, la panthère a été retravaillée en facette pour remplacer le coq par une panthère rose, puisque c'est la couleur French Tech. Mais ça mixe aussi le fait que le passé, c'est vrai que le foot symbolise pas mal le passé à Saint-Étienne. On aurait pu mettre du charbon, de la scierie ou du textile, mais c'est une panthère qui a été choisie, c'est pas plus mal. Va vers le futur au travers du design et du numérique. Gilles Caumont, vous avez été avec nous pendant toute cette table ronde, vous avez entendu beaucoup de choses, vous avez vous-même donné pas mal d'informations. Un mot de conclusion sur tout ce qui vient d'être dit, sur l'avenir. Ça vous inspire quoi, cette soirée à Dista, ce Digital Friday ? Alors moi, déjà, ce qui m'a marqué, c'est effectivement déjà la cohérence entre les visions des différents intervenants. Je pense qu'il y a une complémentarité et une vision du futur qui est homogène. Et donc, je pense que c'est quand même une garantie pour le futur d'avoir cette vision globale.
Moi, je voudrais terminer sur une note d'optimisme, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est des choses dont on n'use peut-être pas assez. Quelque part, nous vivons une époque formidable. Le progrès n'a jamais été aussi vite, les changements n'ont jamais été aussi rapides. Et je pense qu'au lieu de considérer tous ces changements comme des risques ou des bouleversements subis et quelque part inexorables, il faut considérer que tous ces changements sont des opportunités exceptionnelles pour le futur et qu'il faut savoir les saisir pour transformer donc ces risques en opportunités. Et qu'il n'y a pas de raison qu'avec de l'énergie, des équipes motivées et un petit peu de volonté, on n'y arrive pas de façon remarquable dans les années à venir. Alors, comme pour l'a fait remarquer Axione tout à l'heure, notre succès dépend, comme une grande partie des fournisseurs, du succès de nos clients, et que nous sommes là justement pour leur fournir les services qui vont leur permettre de se démarquer, de se différencier sur leur marché. Je vote ce soir et je fais les vœux pour que nos succès et que nos clients aient les plus grands succès, ce qui est le meilleur gage pour le succès futur d'Adista. Voilà. Merci Gilles Comont. Voilà, je pense que voilà, c'est aussi une façon de vous applaudir en quelque sorte, puisque c'est une aventure commune que vous partagez. Merci messieurs, vous restez avec nous. On va avoir avant de vous laisser partir vers nos fameux ateliers dont on va vous donner les éléments dans un instant. Je vais accueillir Fabien Costet. Fabien Costet qui est chargé de développement, marketing et communication chez Adista. Merci Fabien. Bonsoir à tous. Alors j'ai envie de dire que tout commence maintenant, toute la partie plus festive de la soirée. Puis vous êtes le bienvenu puisque vous allez faire un cadeau vous ce soir. Dites-nous tout. Tout à fait. Alors moi j'ai pris des lunettes non pas rouges mais vertes parce que on est à Saint-Étienne. C'est pas très assorti en revanche. Ouais, désolé. Mais j'ai des lacets qui sont pas noirs non plus. Alors comme ce soir c'est aussi nous sommes vendredi et donc je voulais déjà remercier tous les gens qui se sont déplacés puisque le vendredi en principe à 7h06 c'est l'apéro. L'apéro ça va bientôt arriver mais juste avant puisqu'on parlait d'objets et de virtualisation, moi je souhaitais que l'on puisse offrir un petit cadeau à quelqu'un dans la salle qui n'est pas virtuel. Donc on va offrir un petit cadeau tout de suite. Un beau cadeau. Un beau cadeau quand même. Ouais. Alors, c'est relativement simple. Vous avez un tour de cou qu'on vous a donné tout à l'heure. Sur ce tour de cou, vous devriez avoir un numéro. Et donc ce numéro, nous allons le tirer au sort tout de suite. Alors pour ce faire, je vais demander à Florence de me rejoindre. Est-ce qu'on leur explique ce qu'est le cadeau avant ou est-ce qu'on garde la surprise jusqu'au bout? Je sais pas, Gilles. Ah bon, d'accord. Écoutez, on va peut-être l'annoncer. Florence. Alors. Mettez-vous en lumière, qu'on vous voit bien. Quel suspense insoutenable. Alors, je vais essayer de pas le faire tomber. Alors. Le vainqueur est le numéro 102. Alors, je vais demander à la personne qui est le numéro 102 de nous rejoindre. Sérieux? On peut pas. Non, on peut pas. C'est quand même dommage d'avoir été l'un des intervenants. Là, on avait répété, mais on n'avait pas envisagé. En principe, ça. le numéro ne devait pas être dans ce. Voilà. Ben, merci d'être venu. Alors ça, c'est un très bon numéro puisque c'est le numéro 13. Alors là, on voudrait voir un cri de joie dans la salle. D'accord. Ah, si. Venez, monsieur. Bravo. N'ayez pas peur. On ne vous a pas dit ce que vous gagnez, mais n'ayez pas peur. Approchez-vous. Bonsoir, monsieur. Donc voilà, monsieur. Donc nous avons le plaisir de vous offrir une Surface 3 qui va vous permettre de surfer. Juste, monsieur, puisque vous êtes sur scène, juste votre nom, votre prénom, votre société. Alors, Dominique Brunon.
Je viens de créer la société AK Créateur d'impression sur Saint-Just-en-Mer. Et j'ai besoin de beaucoup de numérique aussi, puisque je voudrais me développer dans ce secteur aussi, en plus. On va faire un petit rendez-vous juste derrière. Si vous voulez vous approcher un petit peu pour faire une photo avec Gilles Comon. C'est bon pour la photo? Ben oui, Florence aussi sur la photo. Eh bien, félicitations. Merci, monsieur. Donc, comme on a dépassé le temps... On va se remettre à la lumière, Fabien. Alors, comme on a dépassé le temps, on va accélérer on a complètement maintenant. dépassé le temps, mais maintenant, oui, maintenant on en est. Comme c'est un Digital Free Day, maintenant c'est libre. Donc, vous allez pouvoir sortir dans quelques instants de cet amphi. Vous pouvez faire le tour de l'amphi. Et derrière moi, par là, derrière le mur, vous avez 3 ateliers. Donc, un premier atelier dans lequel vous allez pouvoir vous plonger dans du virtuel complet 3D. Donc, c'est avec... des lunettes qui s'appellent des Oculus Rift, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, vous permettant de vous plonger dans un monde virtuel 3D. Donc profitez-en, c'est intéressant. Le deuxième, c'est un circuit. Donc vous allez pouvoir faire des circuits chronométrés de drones. Donc piloter vous-même des drones. Voilà, donc alors on ne va pas faire des prix à chaque fois, donc on va essayer quand même d'être le plus rapide possible. Et puis vous avez le troisième atelier, qui sera plutôt de ce côté-là, où vous allez pouvoir... laissez aller vos rêves, vos envies sur un grand mur avec une bombe virtuelle et pouvoir dessiner ce que bon vous semble pour cette soirée. Voilà. Et puis ensuite... C'est bien tout ça. Voilà. Combien de temps pour les 3 ateliers? La récréation, ça dure combien de temps? Là, on va vous laisser un quart d'heure, 20 minutes, le temps de découvrir ces ateliers. Et puis ensuite, nous ouvrirons le cocktail dînatoire qui se passe là, cette fois, en face. En tout cas, vous avez été un public très attentif. Merci d'avoir été avec nous pour cette table ronde. Merci aux intervenants qui se sont succédés sur ce plateau. Passez un bon début de soirée, puis on se retrouve tout à l'heure pour trinquer ensemble. Merci.